Comment construire un portefeuille d'investissement avec la pyramide du patrimoine? Bonjour à tous, bienvenue sur Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine. Je suis Caroline Bonneau, ingénieure patrimoniale, et dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir comment construire un portefeuille d'investissement solide en suivant la pyramide du patrimoine. Ce concept va nous guider pas à pas, du socle le plus sûr jusqu'aux investissements les plus dynamiques. L'objectif est de structurer intelligemment votre patrimoine, un peu comme on bâtit une pyramide. D'abord des bases stables, puis des étages de plus en plus diversifiés et potentiellement rentables. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Et restez bien jusqu'à la fin. Une foire aux questions et des exemples concrets vous attendent, ainsi que nos appels à l'action pour booster votre éducation financière. Imaginez une pyramide, celle de votre patrimoine qui pourrait se matérialiser par différents socles successifs. Allant votre résidence principale, puis intégrant votre épargne de précaution jusqu'aux actifs de plus en plus dynamiques, voire exotiques, son sommet. Cette hiérarchie de détention patrimoniale va du plus sécuritaire au plus risqué, construisant ainsi un patrimoine solide étape par étape. La résidence principale, le socle de votre stabilité. Commençons par la base de la pyramide, votre résidence principale. Pour beaucoup, devenir propriétaire de son logement est un pilier fondamental du patrimoine. En effet, acheter sa résidence principale, plutôt que de rester locataire, apporte une grande stabilité et permet de se constituer un capital sur le long terme. Chaque mois, au lieu de verser un loyer à fonds perdu, vous remboursez un prêt qui vous rend peu à peu propriétaire de votre bien. C'est un investissement contraint mais efficace. Vous capitalisez dans un actif tangible tout en bénéficiant de l'effet de levier du crédit immobilier. Ce levier signifie que vous pouvez financer une partie de l'achat avec un emprunt, par exemple en n'apportant que 10 ou 20% du prix, et profiter de la valorisation de 100% du bien sur la durée. Cependant, l'acquisition de la résidence principale doit être un projet mûrement réfléchi. C'est un engagement important, il faut donc bien définir vos critères. Localisation, budget adapté à vos revenus, stabilité professionnelle, etc. Assurez-vous d'être prêt à rester dans la région pendant quelques années au moins et que le poids des mensualités ne vous empêchera pas de vivre correctement ou d'épargner à côté. En d'autres termes, achetez oui, mais achetez au bon moment et dans de bonnes conditions. Si vous n'êtes pas encore prêt à acheter, par exemple jeune actif encore mobile, ou si les prix sont trop élevés pour votre budget, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout de même commencer à bâtir votre patrimoine avec les étapes suivantes en restant locataire provisoirement. L'important sera d'avoir pour objectif, à terme, d'acquérir un toit pour vous et votre famille, car cela restera la base la plus sûre de votre pyramide patrimoniale. En résumé, la résidence principale représente le socle de stabilité. Elle répond d'abord à un besoin personnel, se loger, tout en constituant un investissement patrimonial à long terme. C'est souvent le premier gros investissement dans une vie et il consolide votre situation financière sur la durée. L'épargne de précaution, votre matelas de sécurité indispensable avant de faire toute chose. Une fois votre logement principal envisagé ou acquis, la deuxième étape de la pyramide consiste à constituer votre épargne de précaution. On l'appelle aussi matelas de sécurité. C'est une somme d'argent mise de côté, disponible à tout moment, qui sert à faire face aux imprévus de la vie. Un accident de voiture, une panne d'électroménager, une dépense de santé imprévue, ou même une période de chômage, ces aléas ne devraient pas vous obliger à emprunter de l'argent ni à vendre vos investissements dans la panique. C'est là qu'intervient ce filet de sécurité financier. Combien faut-il mettre de côté? La recommandation générale est de garder l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses essentielles en épargne de précaution. Le montant exact dépend de votre situation personnelle. Si vous êtes salarié en CDI, avec un emploi stable, 3 mois de dépenses peuvent suffire. En revanche, si vous êtes indépendant ou que vos revenus sont variables, viser 6 mois, voire un peu plus, peut apporter plus de confort. L'idée est que si demain vos revenus s'arrêtent temporairement, vous puissiez continuer à payer vos charges fixes, logement, alimentation, factures, pendant quelques mois sans stress. Où placer cette épargne de précaution? Sur des supports sans risque et liquides, c'est-à-dire disponibles rapidement à tout moment.
Les livrets d'épargne réglementés sont parfaits pour cela. Par exemple, le livret A ou le LDDS, livret de développement durable et solidaire, offrent une rémunération modeste mais garantie, taux actuellement autour de 2,4% net d'impôts, et surtout une disponibilité instantanée de votre argent en cas de besoin. Ces livrets sont plafonnés, 22 950 € pour le livret A, 12 000 € pour le LDDS, mais cela suffit largement pour constituer le matelas recommandé. L'important ici n'est pas le rendement, qui est faible, voire quasi nul en termes réels, mais la sécurité. Cette épargne n'a pas vocation à fructifier. Elle est là comme assurance anti-coup dur. Avoir cette épargne de précaution vous permettra d'être serein pour la suite. Vous saurez que quoi qu'il arrive, vous avez de quoi faire face aux urgences, ce qui vous évitera de piocher dans vos placements long terme au mauvais moment. C'est pourquoi cette étape du matelas de sécurité est incontournable avant de se lancer dans des investissements plus risqués. Retenez bien qu'il faut toujours sécuriser ses arrières avant de chercher la performance. Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, insiste énormément sur cette base de sécurité auprès de ses clients, car elle conditionne la réussite du reste de la stratégie. Les fonds en euros, l'amortisseur à moyen terme. Votre résidence principale est acquise ou en cours d'acquisition et votre épargne de précaution est au point. Félicitations, vous avez les bases solides. L'étape suivante de la pyramide consiste à faire fructifier votre capital de manière sécurisée à moyen terme grâce aux fonds en euros. Les fonds en euros sont des supports d'investissement à capital garanti, généralement logés au sein d'un contrat d'assurance vie. Concrètement, il s'agit de fonds majoritairement investis en obligations, environ 80 à 90% de l'actif, par l'assureur. L'assureur vous crédite chaque année d'un taux d'intérêt et surtout garantit que la valeur de votre capital ne baissera pas. Votre mise de départ est protégée. C'est pourquoi on dit qu'un fonds en euros offre une garantie en capital, à la différence des unités de compte en actions par exemple. Quel est l'intérêt de placer de l'argent sur un fonds en euros? D'une part, sécuriser une partie de votre épargne tout en obtenant un rendement généralement supérieur à celui des livrets bancaires classiques. Historiquement, les fonds en euros ont servi des taux autour de 2 à 3% par an ces dernières années. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est souvent un peu mieux qu'un livret. Et sans impôt, si le contrat a plus de 8 ans grâce à la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. D'autre part, les intérêts versés chaque année sur le fonds en euros sont définitivement acquis et capitalisés. On parle d'effet boule de neige, ce qui augmente progressivement votre épargne sur la durée. Le fonds en euros joue en fait un rôle de placement tampon ou amortisseur dans votre portefeuille. Il sert à stabiliser votre patrimoine. En cas de coup dur sur les marchés boursiers, la part investie en fonds euros ne bougera pas, ce qui amortit les pertes globales. C'est idéal pour financer des projets à moyen terme sans trop de risques. Par exemple, si vous prévoyez d'acheter un bien immobilier locatif dans quelques années ou de payer les études des enfants dans 5 ans, vous pouvez placer dès maintenant une somme sur le fonds en euros. Elle restera au chaud, à l'abri des tempêtes, tout en produisant un peu d'intérêt en attendant. Comment accéder aux fonds en euros? Principalement via une assurance vie. Vous ouvrez un contrat, de préférence un bon contrat sans frais d'entrée, et vous versez une partie de votre argent sur le fonds en euros de l'assureur. Notez qu'au sein du même contrat, vous pourrez plus tard investir une autre partie en support plus dynamique, unité de compte, en actions, SCPI, etc. Mais la première brique, c'est souvent de constituer un certain montant en fonds euros pour sécuriser un pécule à mi-chemin entre le livret et la bourse. En résumé, les fonds en euros représentent l'étage intermédiaire de la pyramide du patrimoine, un placement sans risque de perte en capital, mais avec un rendement modéré qui sert de coussin financier. Ils offrent une liquidité raisonnable, on peut retirer sous quelques jours en général, une croissance régulière et un avantage fiscal après 8 ans, c'est donc un support de sécurité de moyen terme, après le court terme, livret, et avant le long terme, action, immobilier. La bourse et l'immobilier, les investissements long terme pour la croissance. Arrivé au quatrième niveau de la pyramide, nous entrons dans le vif du sujet des placements dynamiques, ceux qui font véritablement croître votre patrimoine sur le long terme. Ici, on retrouve principalement les actions, bourse, et l'immobilier locatif. Ce sont deux grandes familles d'actifs qui, historiquement,
offrent des rendements supérieurs aux placements sécuritaires, au prix d'une certaine prise de risque et d'une volatilité plus forte. Voyons pourquoi et comment investir sur ces supports. Les actions, la bourse. Investir en bourse, c'est acquérir des parts de société, des actions, et ainsi profiter de la croissance et des bénéfices de ces entreprises. Sur le long terme, les marchés actions ont délivré des performances très intéressantes. On estime un rendement moyen d'environ 7% par an sur longue période pour les actions, bien supérieur aux livrets ou obligations. Cela s'explique par le fait que vous prenez part à l'économie réelle et à la création de valeur des entreprises. En contrepartie, il faut accepter que la valeur de vos investissements fluctue à court terme. Plus 10%, moins 5%, plus 3%, moins 8% d'une année sur l'autre, la bourse peut connaître des cycles haussiers ou baissiers, voire des cracks temporaires. Cette volatilité fait peur à beaucoup de débutants, mais on peut la dompter par une approche disciplinée. Alors, pourquoi investir en actions malgré le risque? Tout simplement parce que sur une durée longue, les probabilités de gain deviennent très élevées et on surpasse largement l'inflation. Par exemple, sur 10 ou 15 ans d'investissement régulier, il est très rare d'être perdant en actions et les performances moyennes tournent autour de ces fameux environ 7% annuels lissés. Aucun autre placement liquide ne délivre de tels rendements sur longue période. Les actions sont donc indispensables pour faire fructifier un capital si votre horizon de placement est suffisamment lointain. Retraite, projet à 15 à 20 ans, transmission aux enfants. Comment investir en bourse de façon accessible et réfléchie? Inutile d'être un expert financier ou de jouer en bourse au jour le jour. Au contraire, on recommande au grand public des solutions simples comme les ETF indiciels, trackers, ou les OPCVM diversifiés qui permettent d'investir sur un large panier d'actions automatiquement. Par exemple, un ETF MSCI World vous fait détenir en une transaction des milliers d'actions à travers le monde. Vous pouvez acheter ce type de fonds dans un PEA, plan épargne action, un compte titre avec avantage fiscal après 5 ans, ou sur une assurance vie en unité de compte, ou même via un PER pour préparer la retraite. L'important est de diversifier vos investissements en actions, afin de diluer le risque spécifique à une entreprise ou un secteur. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Mieux vaut un ETF World que l'action d'une seule entreprise, par exemple. Par ailleurs, privilégiez une approche progressive et régulière. La stratégie du dollar cost averaging, DCA, ou investissement programmé. Cela signifie investir une somme fixe tous les mois ou tous les trimestres en bourse, plutôt que tout d'un coup. Ainsi, vous lissez les points d'entrée. Si le marché baisse, tant mieux vous achetez moins cher le mois suivant. S'il monte, vous profitez déjà de vos positions en place. L'investissement régulier aide à réduire le stress lié aux variations et à éviter les erreurs émotionnelles, comme vendre paniqué lors d'un crack ou acheter trop cher sous euphorie. En suivant un plan d'investissement automatisé, vous devenez presque indifférent aux fluctuations de court terme. En résumé, la bourse doit occuper une place importante dans votre pyramide patrimoniale dès lors que vos objectifs sont à long terme. C'est un moteur de rendement puissant pour faire travailler votre argent à condition de bien le piloter. Diversification, vision long terme et sang-froid. Sur Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, nous accompagnons souvent nos clients dans la mise en place d'une stratégie boursière sur mesure, adaptée à leur profil de risque, pour qu'ils profitent du potentiel des marchés sans s'exposer de façon inconsidérée. N'hésitez pas à vous faire conseiller si besoin. L'immobilier locatif. À côté des actions, l'autre grand pilier d'investissement long terme est l'immobilier, en particulier l'immobilier locatif, l'achat de biens dans le but de les louer. Les Français y sont très attachés, et pour cause, l'immobilier est un placement apprécié pour sa stabilité et son effet de levier du crédit. Investir dans un appartement ou une maison pour la mettre en location permet de se constituer un patrimoine tangible, de percevoir des revenus complémentaires, les loyers, et de bénéficier de certains avantages fiscaux dans le cas de dispositifs spécifiques. De plus, vous pouvez souvent financer une grande partie de l'opération à crédit, ce qui multiplie votre capacité d'investissement. La banque vous aide à acheter un actif que vous n'auriez pas pu payer comptant, et c'est le locataire qui, en partie, rembourse ce crédit via les loyers. Plutôt malin, non? Pourquoi intégrer de l'immobilier à votre portefeuille? D'abord pour la diversification. La pierre évolue différemment des marchés financiers
et elle procure un rendement sous forme de loyer qui est relativement régulier. Même si, attention, l'immobilier peut aussi connaître des baisses de valeur. Cela arrive par exemple lors de crises immobilières locales ou sous l'effet de la remontée des taux d'intérêt. Simplement, cette volatilité est moins visible car les biens ne sont pas cotés en continu comme des actions. L'immobilier apporte également un sentiment de sécurité psychologique à de nombreux investisseurs car il est concret, un logement que l'on peut toucher, et perçu comme un besoin fondamental. Tout le monde a besoin de se loger. Enfin, l'effet de levier du crédit immobilier amplifie vos gains potentiels. Si votre bien prend de la valeur au fil des années, vous encaissez la plus-value sur la totalité alors que vous n'avez financé qu'une partie au départ. Comment investir en immobilier locatif? Plusieurs approches existent. La plus classique est d'acheter un appartement ou une maison, de préférence bien située, puis de le mettre en location, vide ou meublé. Vous devrez assumer la gestion locative ou la déléguer à une agence et vous occuper des éventuels travaux, etc. C'est un investissement qui demande du temps et un bon choix initial, mais qui peut générer une rentabilité intéressante, souvent 3 à 7 brut annuel selon les villes, sans compter la prise de valeur du bien. Il existe aussi des moyens plus indirects et accessibles d'investir dans l'immobilier sans devoir acheter un bien entier. Par exemple, les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, qu'on appelle la pierre papier. Une SCPI collecte l'argent de nombreux épargnants pour acheter et gérer un parc immobilier, bureaux, commerces, logements, et vous reverse des dividendes locatifs proportionnels à votre part. L'avantage, c'est que vous pouvez investir avec des montants bien plus faibles. Quelques milliers d'euros suffisent pour des parts de SCPI, mutualiser sur de nombreux biens et ne vous occuper de rien au quotidien. L'inconvénient, c'est qu'il y a des frais et la revente des parts peut prendre du temps, moins liquide que la bourse. Une autre voie en plein essor est le crowdfunding immobilier. Vous prêtez de l'argent via des plateformes à des promoteurs pour financer des projets, construction d'immeubles, rénovation, etc., en échange d'un taux d'intérêt. Les durées sont en général 12 à 36 mois, avec des taux de 5 à 10%. C'est potentiellement lucratif mais risqué. Il faut que le projet aboutisse sans accroc pour être remboursé. On sort là un peu du classique, c'est à la frontière entre immobilier et actifs alternatifs. En résumé, immobilier et actions forment le cœur de la pyramide du patrimoine pour la croissance. La location entre les deux dépendra de vos préférences. Certains adorent la pierre, d'autres préfèrent la liquidité de la bourse. Idéalement, on combine les deux. Mais ces investissements long terme sont quasiment incontournables pour prendre de la hauteur dans votre patrimoine. Ils doivent être abordés avec une vision à long terme, car leur performance s'apprécie sur des cycles de plusieurs années. Patience et rigueur sont de mise. Les actifs alternatifs, le sommet exotique à n'aborder qu'en dernier. Nous voici au sommet de notre pyramide patrimoniale, la partie jaune exotique sur le schéma. Ce cinquième et dernier niveau regroupe les actifs alternatifs, parfois qualifiés de placements exotiques ou atypiques. Qu'entend-on par là? Essentiellement, tout ce qui ne rentre pas dans les catégories classiques vues précédemment, immobilier, actions, fonds euros, et qui présentent en général un profil de risque plus élevé ou plus spécifique. On peut citer par exemple les crypto-monnaies, les métaux précieux, or, argent, le private equity, investissement dans des entreprises non cotées, le crowdfunding entrepreneurial, les groupements forestiers ou vignobles, l'art et les objets de collection. Ces placements très spéculatifs ou alternatifs ne doivent être envisagés qu'après avoir solidement construit les étages inférieurs de la pyramide. En effet, ils comportent un risque de perte en capital important, souvent plus élevé que les actions cotées, et ou une liquidité réduite, argent bloqué plusieurs années en private equity par exemple. Ils peuvent néanmoins offrir des rendements exceptionnels ou des opportunités uniques, d'où l'intérêt que certains investisseurs leur portent. Mais retenez bien ceci, les actifs alternatifs viennent compléter une stratégie déjà solide et diversifiée. Ils ne la remplacent pas. Ce sont la cerise sur le gâteau, le petit extra pour booster le rendement si on peut se le permettre, pas le gâteau lui-même. Illustrons quelques actifs alternatifs courants et à quel moment on pourrait y accéder. Crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum. Probablement le plus médiatique aujourd'hui,
La crypto peut connaître des envolées spectaculaires comme des chutes vertigineuses. On parle de pile 200% une année, puis 80% l'année suivante parfois. C'est donc extrêmement volatile. Y investir sans avoir d'abord une épargne classique serait comme mettre la charrue avant les bœufs. Si le sujet vous intéresse et que votre situation financière est saine par ailleurs, vous pourriez allouer une petite fraction, par exemple 2% à 5% maximum, de votre patrimoine aux cryptos, mais seulement après avoir le reste bien structuré. Considérez cela comme du capital risque, potentiellement très payant sur le long terme, mais vous devez être prêt psychologiquement à perdre cette part sans mettre en péril vos finances. Or et métaux précieux. L'or est souvent vu comme une valeur refuge. Son cours grimpe en période de crise ou d'inflation élevée et baisse quand tout va bien et que les investisseurs préfèrent les actifs productifs. Détenir un peu d'or, physique ou via un ETF or, peut apporter une diversification supplémentaire et un filet de sécurité en cas de krach boursier ou de crise monétaire. Cependant, l'or ne rapporte aucun intérêt ni dividende, c'est une réserve de valeur inerte. Donc en avoir 5% de son portefeuille pour se rassurer, pourquoi pas, mais en avoir 50%, non, vous perdriez trop en manque à gagner pendant ce temps. L'or, comme les autres métaux précieux, on l'ajoute éventuellement quand on a déjà un portefeuille bien constitué et qu'on cherche à se protéger de scénarios extrêmes. Private equity et placements non cotés, investir dans des entreprises non cotées en bourse, startups, PME, peut se faire via des fonds spécialisés, des clubs deals ou du crowdfunding. Le potentiel de gain est élevé. Si vous financez la future pépite, le retour peut être X10 ou X20, mais beaucoup de sociétés non cotées font aussi faillite ou n'offrent finalement pas le rendement espéré. De plus, l'argent est souvent bloqué 5, 7 ou 10 ans. Ce type d'investissement s'adresse surtout à des investisseurs avertis ou fortunés, prêts à immobiliser une partie de leurs fonds longtemps. Là encore, on ne mettra qu'une petite partie du portefeuille dans ce genre d'actifs, et seulement à un stade où l'on peut se permettre de le faire. Autre placement alternatif, forêt, groupement forestier avec avantage fiscal, investissement viticole, œuvres d'art, objets de collection, montres, vins, crypto-art, NFT. La liste est longue. Chacun a ses spécificités, ses risques propres et requiert en général soit un goût personnel prononcé, passion, soit une conviction forte. Ce sont des diversifications de niches à n'envisager qu'une fois le reste en place. En conclusion sur ce point, les actifs alternatifs constituent le sommet de la pyramide patrimoniale, réservé aux investisseurs expérimentés ou ayant déjà atteint un bon niveau de patrimoine. On peut très bien réussir sa vie d'investisseur sans jamais y toucher d'ailleurs. Ne pensez pas qu'il faille à tout prix investir dans le Bitcoin ou autre pour bien faire. Considérez-les comme des options bonus, potentiellement intéressantes mais pas nécessaires. Et si vous y allez, faites-le avec parcimonie et prudence. Alors, allocation stratégique ou allocation tactique? Comment garder le cap tout en ajustant sa route? À ce stade, nous avons passé en revue tous les étages de la pyramide du patrimoine, du plus sûr au plus risqué. Mais comment assembler tout cela dans votre portefeuille? C'est là qu'intervient la notion d'allocation d'actifs, avec deux niveaux, l'allocation stratégique et l'allocation tactique. Pas de panique. Ces termes peuvent donc sembler techniques, mais leur idée est simple et importante pour bien structurer et faire vivre votre portefeuille. L'allocation stratégique désigne la répartition de long terme de votre patrimoine entre les différentes classes d'actifs. C'est en quelque sorte votre plan cible, celui qui correspond à vos objectifs et à votre profil de risque. Par exemple, vous pourriez décider qu'à long terme, vous voulez 50% de votre portefeuille en actions, 20% en immobilier, 20% en fonds euros, obligations, 5% en or et 5% en crypto. C'est un exemple. Un autre investisseur plus prudent visera peut-être 20% actions, 40% fonds euros, 30% immobilier, 10% liquidité. Tout dépend de votre situation, âge, horizon de placement, tolérance au risque, etc. La location stratégique est vraiment personnalisée. Elle doit être définie en cohérence avec vos objectifs de vie. Acheter une maison, préparer la retraite, financer les études des enfants et votre confort face aux fluctuations. C'est la boussole à long terme de votre portefeuille. Une fois fixée, elle n'a pas vocation à changer tous les 4 matins. On l'ajuste éventuellement si vos objectifs évoluent ou si votre situation personnelle change,
mais en principe, elle est assez stable dans le temps. L'allocation tactique correspond, elle, aux ajustements ponctuels que vous pouvez décider par rapport à votre allocation stratégique en fonction des conditions de marché ou de vos anticipations économiques. En d'autres termes, c'est le fait de dévier un peu de la trajectoire normale pour tenter d'optimiser le rendement à moyen terme. Par exemple, imaginons que votre allocation stratégique est de 50% actions, 50% obligations. Si vous jugez qu'à un moment donné, les actions sont sous-évaluées, pas chères, après une forte baisse, vous pourriez tactiquement passer à 60% actions, 40% obligations pour profiter du rebond potentiel. Inversement, si la bourse a beaucoup monté et vous fait peur, vous pourriez réduire temporairement votre exposition aux actions, sous-pondérées, et augmenter votre cash ou fonds euros en attendant. L'allocation tactique, c'est donc du pilotage actif en cours de route. Les gérants professionnels l'utilisent pour essayer de surperformer le simple fait de rester collé à l'allocation de base. Cependant, attention, cela revient à faire du market timing, prédire les mouvements de marché. Et ce n'est pas facile, même pour les experts. Pour un particulier, mon conseil est de se focaliser d'abord sur une bonne allocation stratégique, répartition long terme, et de ne pratiquer l'allocation tactique qu'avec modération. Vous pouvez bien sûr ajuster à la marge. Par exemple, décider de reporter temporairement vos nouveaux investissements mensuels sur le livret A si vous trouvez que la bourse est trop haute, ou saisir une opportunité ponctuelle, une bonne affaire immobilière imprévue, etc. Mais évitez de changer radicalement la structure de votre portefeuille tous les 4 matins en fonction des news. Vous risquez de perdre le fil de votre stratégie et de faire des erreurs. La pyramide du patrimoine est là pour vous servir de guide stable. Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, est d'ailleurs là pour vous aider à définir cette stratégie de long terme et s'y tenir, avec éventuellement quelques ajustements tactiques prudents si cela s'avère pertinent. En pratique, revoyez votre portefeuille 1 à 2 fois par an. Comparez la répartition actuelle des actifs avec votre cible stratégique. Si ça a trop dévié, par exemple, les actions ont bien monté et représentent maintenant 60% au lieu de 50%. Procédez à un rééquilibrage. Vendez un peu ce qui a trop monté et ou investissez plus dans ce qui est en retard, afin de revenir à l'allocation voulue. Ce rebalancing périodique vous disciplinera à acheter bas, vendre haut, sans même y penser, et maintiendra le niveau de risque de votre portefeuille sous contrôle. Les points clés pour bien structurer votre portefeuille. Avant de passer aux exemples et à la FAQ, récapitulons quelques principes clés à retenir pour construire et gérer votre portefeuille en bon père de famille ou bonne mère de famille. Toujours commencer par la sécurité, constituez d'abord votre épargne de précaution et stabilisez votre situation, résidence principale notamment, avant de chercher la performance. On ne bâtit pas l'étage supérieur d'une maison sans des fondations solides en dessous. Définissez vos objectifs et votre horizon. Investir sans but précis, c'est naviguer sans boussole. Clarifiez pourquoi vous investissez. Retraite, achat immobilier futur, complément de revenus, transmission, et dans combien de temps vous aurez potentiellement besoin de cet argent. Plus votre horizon est lointain, plus vous pouvez vous permettre des actifs volatiles comme les actions qui ont le temps de se lisser. Au contraire, pour un projet à court terme, moins de 3 ans, restez sur du liquide ou fonds euros. Connaissez votre profil de risque, soyez honnête avec vous-même sur votre tolérance aux montagnes russes. Si la moindre baisse vous empêche de dormir, adoptez un profil prudent, davantage de fonds euros et obligations, moins d'actions. Si au contraire vous avez le temps et le tempérament pour encaisser la volatilité, un profil dynamique vous conviendra, plus d'actions, immobilier. Il n'y a pas de honte à être prudent, l'important est de pouvoir rester serein dans la durée. Diversifiez vos placements. On l'a dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez sur plusieurs classes d'actifs, un peu de chacun des étages de la pyramide selon votre cas, et à l'intérieur de chaque classe, diversifiez aussi, par exemple en bourse, ne misez pas tout sur une seule action, utilisez des fonds larges ou plusieurs titres variés. La diversification est votre meilleur allié pour réduire le risque global sans sacrifier la performance. Investissez régulièrement et graduellement. Prenez l'habitude d'épargner et d'investir tous les mois une part de vos revenus, même petite. La constance vaut mieux que les coups d'éclat ponctuels.
En investissant progressivement, vous bénéficiez des intérêts composés et vous lissez les hauts et bas du marché. Automatisez vos virements d'investissement si possible pour que cela devienne une routine, comme payer son loyer, sauf que là, vous payez votre futur vous-même. Restez discipliné et évitez les réactions émotionnelles. Votre pire ennemi en investissement, c'est souvent vous-même et vos émotions. Fixez-vous des règles, par exemple, je n'investis que sur des supports que je comprends. Je ne vends pas mes actions si elles perdent moins de 20%, et tenez-y vous. Ne paniquez pas si la bourse corrige, et ne vous emballez pas en mode FOMO sur la crypto du moment. Gardez le cap de votre stratégie définie à l'avance, allocation stratégique, et souvenez-vous que le temps dans le marché compte plus que le timing du marché. Optimisez fiscalement et faites-vous accompagner si besoin. Profitez des enveloppes fiscales adaptées, assurance vie, PEA, PER, pour loger vos investissements. Ça boostera vos rendements nets sur le long terme. N'hésitez pas à vous faire conseiller par un professionnel de la gestion de patrimoine, comme Caro Gestion Privée par exemple, si vous avez du mal à y voir clair ou si votre situation se complexifie. Un conseil personnalisé peut vous éviter bien des erreurs et vous faire gagner du temps. Voilà pour les fondamentaux. Avec ces principes en tête, vous avez la feuille de route pour structurer un portefeuille robuste et adapté à vos objectifs. Exemple concret de construction de patrimoine. Parlons maintenant de cas pratiques. Comment tout cela s'articule-t-il pour des personnes réelles? Je vais vous raconter deux exemples d'investisseurs aux profils différents, afin d'illustrer comment on peut construire son patrimoine en utilisant la pyramide du patrimoine. Exemple 1. Laura, 30 ans, célibataire en début de carrière. Laura vient d'avoir 30 ans. Elle est en CDI depuis quelques années. Elle loue un appartement en ville et commence à avoir une petite capacité d'épargne mensuelle. Son objectif est de gagner en autonomie financière sur le long terme. Elle aimerait acheter sa résidence principale d'ici 5 à 7 ans si possible et préparer sa retraite sur le très long terme. Pour l'instant, elle n'a pas d'enfant ni de crédit en cours. Comment Laura va-t-elle construire son portefeuille? Étape 1. Résidence principale. Laura n'est pas encore propriétaire. Elle hésite à acheter un appartement, mais elle sait qu'elle pourrait être amenée à bouger professionnellement, et ses économies pour l'apport sont encore limitées. Elle décide donc de rester locataire pour le moment, le temps d'épargner davantage et de se fixer géographiquement. Son projet d'achat est simplement différé de quelques années, mais c'est dans un coin de sa tête. Étape 2. Épargne de précaution. Laura constitue en priorité son matelas de sécurité. Elle calcule que 6 mois de ses dépenses essentielles représentent environ 10 000 euros. Elle vise donc ce montant. Tous les mois, dès qu'elle reçoit son salaire, elle met en place un virement automatique de, disons, 300 euros sur son livret A. Après un peu moins de 3 ans, objectif atteint, ces 10 000 euros et quelques intérêts sont sur le livret, disponibles en cas de besoin. Cet argent la rassure beaucoup. Étape 3, fonds en euros et assurance vie. Maintenant que son livret de précaution est plein, Laura peut orienter son épargne vers des placements plus rémunérateurs. Elle ouvre une assurance vie multi-support chez une banque en ligne avec 0% de frais d'entrée et commence par y placer 5 000 euros sur le fonds en euros du contrat. Pourquoi 5 000 euros? C'est à peu près la moitié de ce qu'elle avait de disponible en épargne au-delà du livret. Elle se dit que ce fonds en euros sera parfait pour capitaliser en sécurité en vue de son futur apport immobilier. D'ailleurs, elle prévoit d'ajouter 100 euros par mois sur ce fonds euro de manière programmée. Étape 4, bourse, actions. Parallèlement, Laura veut débuter en bourse pour son objectif le plus lointain, la retraite, dans 30 plus ans. Elle ouvre un plan épargne-action, PEA. Chaque mois, elle investit 200 euros dessus, répartis dans deux ETF simples, un ETF Monde pour les actions internationales et un ETF Mid and Small Europe. Elle a lu que ça pouvait booster un peu de piment local. Elle a choisi les ETF car c'est facile et qu'elle n'a pas envie de passer du temps à choisir des actions individuelles. En investissant 200 euros chaque mois de manière régulière, elle applique une stratégie DCA sans y penser. Au début, son portefeuille boursier est modeste, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, cela fera potentiellement une belle boule de neige. Elle a conscience que la bourse peut baisser, mais elle se sent à l'aise car elle n'investit que ce qu'elle peut se permettre, et si une urgence survenait, elle a son livret A pour tenir sans toucher à ses ETF.
Étape 4, bis, immobilier locatif. Laura ne souhaite pas encore acheter sa résidence principale, mais elle se demande si investir dans un petit studio en location ne serait pas une bonne idée pour se lancer dans l'immobilier. Après réflexion et quelques visites, elle se rend compte que dans sa ville, l'effort mensuel serait trop important pour elle actuellement. Même avec le loyer, il faudrait qu'elle complète beaucoup pour rembourser le prêt. Elle décide donc de patienter, mais investit indirectement via de la pierre-papier. Elle consacre 5 000 € de son épargne, une partie de sa prime annuelle, à l'achat de parts de SCPI dans son assurance vie. Ainsi, elle aura un petit revenu trimestriel, quelques dizaines d'euros, et un pied dans l'immobilier sans s'endetter pour l'instant. Étape 5. Actifs alternatifs. Laura n'y touche pas pour le moment. Elle a bien entendu parler des cryptos et autres, et par curiosité, elle a mis 200 € sur un compte crypto pour voir. Mais ce n'est pas du tout une partie significative de son patrimoine. Peut-être que dans quelques années, si tout va bien, elle allouera 5% max de son portefeuille à du Bitcoin et de l'Ethereum. Mais pour l'instant, ce n'est pas sa priorité. Que peut-on dire de la situation de Laura après ces décisions? En quelques années, Laura va avoir un solide matelas de précaution, sécurité totale, un fonds en euros qui grossit doucement, sécurité plus, un peu de rendement, un portefeuille d'ETF en croissance pour le long terme, rendement élevé, risque volatile maîtrisé car horizon lointain, et même un petit volet immobilier via les SCPI. Lorsqu'elle se sentira prête à acheter sa résidence principale, elle aura déjà un apport constitué via son fonds euro et éventuellement en vendant ses parts de SCPI, et son effort d'épargne mensuel pourra glisser des ETF vers le remboursement de son crédit immobilier sans pénaliser sa situation. Elle adaptera son allocation à ce moment-là. Laura a suivi la pyramide du patrimoine dans le bon ordre et avec une stratégie cohérente, en accord avec sa situation de départ. Si un imprévu survient, elle est couverte. Si tout va bien, son patrimoine va croître régulièrement. Bravo Laura. Exemple 2, Marc et Claire, 45 ans, propriétaires et parents de 2 enfants. Passons à un profil différent. Marc a 45 ans, il est marié avec Claire, 43 ans, et ils ont 2 enfants de 12 et 8 ans. Le couple a acheté une maison il y a 10 ans, qu'ils remboursent toujours, encore 10 ans de crédit devant eux. Marc et Claire travaillent tous deux et disposent d'incomes confortables, mais leur temps libre est limité. Leur objectif principal est de préparer l'avenir de leurs enfants et leur propre retraite. Ils aimeraient aussi, si possible, générer des revenus passifs pour éventuellement travailler moins dans quelques années. Comment leur patrimoine est-il structuré et comment peuvent-ils l'optimiser avec la pyramide du patrimoine? Résidence principale, c'est coché. Marc et Claire sont propriétaires de leur maison, qui constitue le socle de leur patrimoine. Certes, ils ont encore un crédit, mais à taux fixe 1,5%, ce qui est très bas. Ils ont décidé de ne pas rembourser par anticipation, car ce taux est inférieur à ce que leurs placements peuvent rapporter. Leur maison vaut aujourd'hui plus cher que le prix payé initialement, ce qui augmente leur patrimoine net au fil du temps. Ils ont leur toit, c'est une sécurité et un confort pour la famille. Épargne de précaution. Avec 2 salaires et 2 enfants, Marc et Claire choisissent d'avoir une épargne de précaution un peu supérieure à 6 mois de dépenses. Ils ont par exemple 20 000 € répartis sur un livret A et un LEP pour pouvoir faire face à un gros coup dur. Le LEP de Claire, qui a droit d'en avoir un, sert à placer une partie car il rapporte 3,5% actuellement. Cette somme les rassure énormément. Quand la voiture tombe en panne ou que la chaudière lâche, pas de stress, ils puisent dedans. Il considère cette épargne de précaution comme intouchable sauf urgence et la laisse dormir sur ses livrets sécurisés. Fonds en euros, placement sécurisé. Le couple a ouvert plusieurs assurances vie il y a déjà pas mal d'années. Marc en a une à son nom, Claire également, et même une au nom de chaque enfant, pour les aider plus tard. Ils ont alimenté régulièrement ces assurances vie, et en particulier les fonds en euros. Aujourd'hui, ils cumulent par exemple 100 000 € en fonds euros, tout contrat confondu. C'est leur bas de laine à moyen terme. Ils comptent s'en servir pour des projets dans 5 ans. Par exemple, aider à payer les futures études supérieures de l'aîné ou pourquoi pas acheter une résidence secondaire modeste à la campagne, ils en rêvent. Le fonds en euros remplit parfaitement son rôle pour eux. Le capital est sécurisé.
Important car cet argent a un horizon relativement proche. Ils ne veulent pas le risquer en bourse vu l'échéance et ils profitent d'intérêts chaque année qui se cumulent. En plus, leur contrat ayant plus de 8 ans, la fiscalité est très douce s'ils retirent, abattement fiscal. C'est vraiment leur amortisseur financier et ils y sont attachés. Bourse, actions. Marc avoue qu'il a mis du temps à s'y mettre, car il avait une certaine méfiance de la bourse. Mais depuis 5 ans, sur les conseils d'un collègue, il a ouvert un PEA. Il y investit 300 euros par mois sur des fonds indiciels via un mandat de gestion piloté. Il a choisi une gestion équilibrée chez une banque en ligne, ce qui lui coûte peu de frais et lui évite de s'en occuper. Claire, de son côté, a souscrit à un plan épargne-retraite, PER, proposé par son entreprise, sur lequel elle verse également de l'argent qui est investi en fonds diversifiés, avec horizon retraite à 20 ans. Au total, leur exposition aux actions commence à être significative. Mettons 50 000 euros actuellement, mais qui grossit tous les mois. Leur horizon pour cet argent est la retraite, donc 15 à 20 ans. Ils peuvent donc se permettre les fluctuations sans s'inquiéter. D'ailleurs, quand les marchés ont chuté en 2020, ils ont continué à verser comme d'habitude et même profité de la baisse via leur gestion pilotée qui a racheté des parts moins chères. Résultat, en 2021 et 2022, la forte reprise de la bourse a bien fait monter leur portefeuille. Ils ont compris la leçon. Il faut tenir bon et être régulier. Et ça paye. Immobilier locatif, en discutant avec leurs conseillers, Marc et Claire ont décidé il y a 2 ans de diversifier dans l'immobilier locatif. N'ayant pas trop le temps de gérer un bien eux-mêmes, ils ont opté pour l'achat d'un appartement via un dispositif LMNP, location meublée non professionnelle, en délégation de gestion. En clair, ils ont acheté un T2 dans une résidence de service étudiante à crédit, et c'est une société qui s'occupe de le louer et de la gestion courante, leur reversant un loyer garanti. Le crédit est en grande partie compensé par les loyers perçus, si bien que l'effort mensuel sur 20 ans est minime pour eux, ils avaient optimisé le montage. Ce bien ne leur rapporte pas encore de cash flow net positif aujourd'hui, tout repart dans le prêt. Mais dans 18 ans, il sera intégralement payé et ils toucheront des revenus en plus, ou pourront le revendre. C'est un investissement long terme pur. Ils ont diversifié une partie de leur capacité d'endettement là-dedans plutôt que de faire un achat plaisir immédiatement. Par ailleurs, ils ont aussi investi 10 000 euros en SCPI via l'assurance vie de marque pour ajouter une autre brique immobilière sans effort de gestion. Au total, leur patrimoine immobilier, hors résidence principale, représente maintenant un bon 20% de leur patrimoine total. Actifs alternatifs, Marc étant dans le secteur tech, ils s'intéressent aux crypto-monnaies. Claire, elle, est plus portée sur les actifs tangibles. Ils ont donc décidé d'y mettre une petite part pour voir et diversifier. Marc a investi 2% de leur portefeuille en Bitcoin et Ether sur une plateforme sérieuse, conservée hors ligne en sécurité, et Claire a acheté pour 5 000 euros de pièces d'or en plusieurs fois qu'il conserve dans un coffre. Ces montants restent réduits par rapport à tout le reste. Sincèrement, s'ils perdaient un tout sur la partie crypto, ce ne serait pas dramatique pour leur patrimoine global. A l'inverse, si le Bitcoin était multiplié par 10, ça ferait un bonus sympa pour la retraite. Quant à l'or, c'est vraiment par précaution au cas d'une crise majeure, et ils savent bien que ce n'est pas un placement de rendement, juste une assurance. En somme, ils ont tâté des actifs alternatifs de manière mesurée, uniquement une fois qu'ils avaient Dieu coché toutes les autres cases plus importantes. Dans l'exemple de Marc et Claire, on voit comment un couple en milieu de vie a structuré un portefeuille équilibré, un socle en immobilier, résidence principale, plus un investissement locatif, une grosse couche de sécurité, livrée plus fonds euros conséquents, puis une exposition progressive aux actifs dynamiques, actions via PEA, PER, immobilier locatif, SCPI, et enfin une pincée d'alternatifs. Leur répartition actuelle correspond à leur profil de risque modéré. À l'approche de la retraite, ils envisagent peut-être de réduire un peu la voilure sur les actions, sécuriser les gains en basculant graduellement plus vers des fonds euros, et de profiter des revenus de la location meublée. En tout cas, ils ont suivi les étapes dans l'ordre et adapté à leur situation familiale. Le résultat, un patrimoine diversifié, résilient et en croissance pour atteindre leurs objectifs futurs. Ces deux exemples,
Laura d'un côté et Marc, Claire de l'autre, montrent qu'il n'y a pas une seule façon de construire son portefeuille, mais que la pyramide du patrimoine s'adapte à votre profil. L'essentiel est de respecter les grands paliers: sécurité d'abord, croissance ensuite, et éventuellement spéculatif en dernier, tout en personnalisant les proportions selon vos besoins. À chaque profil sa recette patrimoniale, et Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, est là pour vous aider à trouver la vôtre. Foire aux questions, FAQ. Pour terminer, je vous propose une petite FAQ, les 10 questions qui reviennent le plus souvent sur la construction d'un portefeuille selon la pyramide du patrimoine, et mes réponses synthétiques. C'est parti. Combien d'épargne de précaution faut-il garder disponible? La réponse dépend de votre situation, mais en règle générale, on conseille de conserver l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes en épargne de précaution. Cette somme doit être placée sur un support sans risque et accessible à tout moment. Livret A, LDDS, etc. Par exemple, si vous dépensez 1 500 € par mois pour vivre, il faudrait idéalement avoir entre 4 500 € et 9 000 € de côté en sécurité. Si vous êtes fonctionnaire avec la sécurité de l'emploi, 3 mois peuvent suffire. Si vous êtes indépendant ou que vos revenus sont irréguliers, visez 6 mois ou un peu plus. L'important est que vous dormiez tranquille, en sachant que vous pouvez affronter les imprévus sans emprunter ni vendre vos placements long terme. Vaut-il mieux acheter ou louer sa résidence principale? C'est la grande question que beaucoup se posent au début. Dans l'idéal patrimonial pur, devenir propriétaire de sa résidence principale est recommandé car cela vous constitue un actif tangible sur le long terme, grâce à la stabilité et à l'effet de levier du crédit. Chaque mensualité payée enrichit votre patrimoine, contrairement au loyer qui part chez le propriétaire. Cependant, ce choix doit se faire au bon moment. Si vous devez vous déplacer souvent ou si les prix sont trop élevés par rapport à vos moyens, il peut être judicieux de décaler l'achat et de louer en attendant d'être prêt. Louer n'est pas jeter l'argent par les fenêtres. Dans ces cas-là, c'est se donner de la flexibilité. Donc, en résumé, achetez votre résidence principale dès que vous en avez la capacité et la stabilité pour le faire, car c'est un pilier de patrimoine sur le long terme. Mais ne vous précipitez pas non plus. Il vaut mieux louer encore 1 an ou 2 que d'acheter un bien sur un coup de tête, qui ne correspond pas à vos besoins. Les fonds en euros ont un faible rendement aujourd'hui. Est-ce vraiment utile d'y investir? Il est vrai que les fonds en euros, assurance vie, n'affichent plus les 4% ou 5% de rendement qu'on voyait il y a 15 ans. Ces dernières années, c'était plutôt entre 1% et 2%, et autour de 2 à 3% actuellement avec la hausse des taux. Mais ils gardent un avantage énorme: la garantie en capital. Avoir, disons, 20% de votre portefeuille en fonds euros, c'est protéger ce morceau-là de toute volatilité, tout en grappillant un rendement modeste mais supérieur au livret A sur la durée. Ils servent donc de filet de sécurité et d'amortisseur. Ce n'est pas avec un fonds en euros que vous allez doubler votre mise, on est d'accord. En revanche, c'est très utile pour vos objectifs à horizon 3-8 ans, ou pour la part de votre patrimoine que vous ne voulez pas risquer en bourse. D'autant que les taux remontent un peu. Donc les rendements des fonds euros suivent cette tendance. Par exemple, de nombreux contrats ont rehaussé leur taux vers 2,5% ou plus en 2023 et 2024. En plus, couplés à l'assurance vie, ils bénéficient d'une fiscalité douce après 8 ans. Donc oui, malgré leur faible rendement relatif, ils restent un outil indispensable pour l'équilibre de votre portefeuille, à utiliser pour la partie stable de vos placements. La bourse, c'est volatile et risqué. Pourquoi y investir quand même? On entend souvent la bourse, c'est le casino ou on peut tout perdre en actions. Ce genre de phrase passe à côté de la perspective de long terme. Certes, investir en actions comporte une incertitude à court terme. Sur une année, le marché peut faire moins 20%. Mais sur le long terme, l'histoire a montré que la tendance générale est fortement haussière, car les entreprises croissent et l'économie mondiale aussi. Pour donner un chiffre, le marché action mondial a rapporté environ 7% par an en moyenne sur les dernières décennies. Aucune épargne sécurisée ne vous donnera ça. La contrepartie, c'est que ces 7% annuels moyens ne viennent pas de façon linéaire. Il y aura des années à plus 20%, des années à moins 10%, etc.
Le vrai risque en bourse serait de paniquer lors d'une baisse et de vendre à perte. Si au contraire vous investissez avec un horizon de 10-15 ans ou plus, en diversifiant bien, le risque de perte devient très faible et le risque de ne pas investir devient plus grand, car vous perdriez l'opportunité de faire fructifier votre argent. Donc, on investit en bourse pour faire croître son patrimoine au-delà de l'inflation, pour profiter de la performance des entreprises et préparer des objectifs lointains. Retraite, indépendance financière. Le tout est de le faire prudemment, diversification, régularité, pour gérer la volatilité. En somme, qui ne risque rien à rien. À long terme, la bourse tend à récompenser la patience et la discipline bien davantage que les livrets ne le feront jamais. Je n'y connais rien en investissement. Comment faire pour investir en bourse ou ailleurs sans être expert? Bonne nouvelle, il n'a jamais été aussi simple d'investir sans expertise pointue. Vous pouvez très bien vous constituer un portefeuille performant en mode pilote automatique. Par exemple, pour la bourse, plutôt que de vous amuser à choisir des actions, ce qui demande du temps et des connaissances, optez pour des ETF, fonds indiciels ou des fonds gérés. Un ETF Monde, comme mentionné, vous donne accès à 1500 entreprises d'un coup. Pas besoin de les analyser une par une. Il existe aussi des gestions pilotées en assurance vie ou PER, où des professionnels gèrent pour vous selon un mandat. Prudent, équilibré, dynamique, à vous de choisir le profil. De plus, informez-vous via des ressources pédagogiques, livres, blogs fiables, chaînes YouTube comme Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, pour acquérir les bases. En immobilier, vous pouvez déléguer la gestion à une agence si vous achetez un bien, ou utiliser des véhicules comme les SCPI. L'important est de commencer simple, par exemple, un mix fonds euro plus ETF diversifié en PEA, c'est déjà un portefeuille complet et facile à suivre. Pas besoin de connaître la finance de A à Z. Et si vraiment vous ne voulez rien gérer vous-même, faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui définira et suivra la stratégie avec vous est une très bonne option. Il y a un coût, certes, mais souvent compensé par les optimisations et les erreurs évitées. Donc n'ayez pas peur de vous lancer en commençant petit et en vous formant progressivement. On a tous débuté un jour et on apprend en faisant. L'investissement immobilier locatif est-il indispensable pour se constituer un patrimoine? Indispensable n'est pas le mot, car on peut très bien se constituer un beau patrimoine uniquement avec des placements financiers, actions, obligations, etc., si on le souhaite. Toutefois, l'immobilier locatif est un levier puissant dont il serait dommage de se priver si on en a l'opportunité. Pourquoi puissant? Parce que vous pouvez emprunter pour investir, ce qui permet d'accroître votre effort d'investissement au-delà de vos seuls fonds propres, et parce que l'immobilier offre à la fois des revenus, loyers, et potentiellement une appréciation du bien sur longue période. De plus, c'est un actif concret qui rassure et il y a des optimisations fiscales possibles, statut LMNP, dispositif de défiscalisation, etc. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est souvent très bénéfique dans une stratégie patrimoniale équilibrée. Si vous n'aimez pas l'idée de gérer des locataires, souvenez-vous qu'il existe des solutions comme les SCPI ou les foncières cotées, SIIC, pour investir dans l'immobilier de façon indirecte et sans souci de gestion. En clair, vous pouvez réussir sans immobilier, mais intégrer un peu d'immobilier, directement ou indirectement, permet d'améliorer la diversification et d'activer le fameux effet de levier du crédit. Beaucoup d'investisseurs combinent actions et immobilier, car ce duo fonctionne bien. Les deux classes d'actifs ne réagissent pas toujours pareil en fonction du contexte économique. À vous de voir selon vos affinités, vos capacités d'emprunt et le temps que vous voulez y consacrer. Faut-il investir dans les crypto-monnaies, Bitcoin, etc., et autres actifs alternatifs? La folie autour des cryptos incite à se poser la question. Ma réponse en deux temps. Non, ce n'est pas indispensable du tout, surtout si cela ne correspond pas à votre profil de risque. Mais oui, ça peut avoir un intérêt si c'est fait intelligemment et en complément d'un portefeuille déjà bien construit. En gros, ne vous sentez pas obligé d'investir en crypto parce que vous entendez que un tel a fait X10 dessus. Beaucoup de gens s'y sont brûlés les ailes en y mettant trop d'argent ou trop tôt. Par contre, si le sujet vous attire et que vous comprenez les risques, vous pouvez y consacrer une petite part.
Les experts patrimoniaux conseillent souvent de ne pas dépasser 5% de son patrimoine total en crypto-monnaie. Cela veut bien dire ce que ça veut dire. On parle d'une portion marginale. Ainsi, si ça marche très fort, tant mieux, ce 5% apportera un bonus. Si ça s'effondre, la casse est limitée à 5%. Cette logique vaut pour les autres actifs alternatifs aussi. Or, private equity, etc. Ce sont des diversifiants, pas le socle. Donc, investissez en crypto alternatif seulement après avoir rempli tous les autres étages. Assurez-vous que vous avez votre résidence, votre épargne de précaution, etc. Et formez-vous un minimum pour éviter les arnaques nombreuses dans ce domaine. En bref, pyramide du patrimoine oblige, les cryptos et actifs exotiques viennent en dernier dans la hiérarchie de vos placements. Vaut-il mieux rembourser ses crédits ou investir son argent disponible? Très bonne question qu'on se pose notamment quand on a un peu d'épargne en plus, mais aussi un prêt immobilier en cours. La réponse dépend principalement de vos taux d'intérêt, le taux de votre crédit versus le rendement que vous pourriez espérer en investissant. En règle générale, si le taux d'emprunt est supérieur au rendement espéré de vos placements, il vaut mieux rembourser ce crédit par anticipation, c'est un gain garanti équivalent au taux du crédit. En revanche, si votre taux d'emprunt est faible, inférieur à 2-3%, et que vous pouvez espérer 5 à 7% en bourse sur le long terme par exemple, alors il est plus intéressant d'investir et de garder le crédit. Actuellement, beaucoup de personnes ayant emprunté à taux fixe bas, 1 à 2%, préfèrent ne pas rembourser en avance et placer leur argent, car l'arbitrage est en faveur de l'investissement. Bien sûr, il y a aussi un aspect psychologique. Certaines personnes détestent avoir des dettes et seront plus sereines en remboursant, même si mathématiquement c'est un peu moins optimal. Donc prenez en compte votre confort personnel. Pour résumer, comparez le coût du crédit et le rendement potentiel de l'investissement. N'oubliez pas aussi de rembourser en priorité les mauvaises dettes, crédit conso à 5 à 6% ou plus, découvert. Celles-là, oui, il faut les éponger avant d'investir, car leur taux vous plombe à coup sûr. Enfin, garder un crédit peut avoir d'autres avantages. Par exemple, préserver votre liquidité, profiter de l'inflation qui érode la valeur réelle de la dette, etc. Donc c'est vraiment un calcul au cas par cas. N'hésitez pas à en discuter avec votre conseiller patrimonial pour faire le meilleur choix dans votre situation. Faut-il un gros capital pour démarrer un portefeuille d'investissement? Absolument pas. C'est même l'un des mythes qui empêche souvent de franchir le pas. On imagine qu'il faut des dizaines de milliers d'euros pour que ça vaille le coup, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Avec les plateformes en ligne et les produits adaptés, vous pouvez commencer à investir avec de toutes petites sommes. Par exemple, de nombreuses banques ou fintech proposent d'investir en bourse dès 50 euros par mois, voire moins, sur un PEA ou une assurance vie. Certains courtiers offrent la possibilité d'acheter des fractions d'actions ou d'ETF, donc même 10 euros peuvent être investis. En immobilier, on a mentionné les SCPI accessibles à partir de quelques centaines d'euros ou le crowdfunding IMMO à partir de 100 euros. Bien sûr, vous n'allez pas bâtir un empire en investissant 10 euros de temps en temps, mais l'important est de commencer l'engrenage de l'épargne investissement le plus tôt possible. C'est la durée et la régularité qui feront la magie des intérêts composés. Par exemple, investir 100 euros par mois à 5% sur 20 ans, ça constitue près de 41 000 euros au final, dont 17 000 euros d'intérêts gagnés. Ce n'est pas négligeable, alors que 100 euros en mois est un montant assez modeste. Donc non, pas besoin d'être riche pour investir. Au contraire, c'est en investissant régulièrement que l'on devient riche sur le long terme, ou du moins qu'on se constitue un patrimoine. Commencez avec ce que vous avez, même peu, et augmentez progressivement quand vos moyens grandissent. Le tout est de prendre l'habitude. Et cerise sur le gâteau, commencer petit permet de se faire la main sans prendre de gros risques. Mieux vaut faire une erreur de débutant avec 500 euros qu'avec 50 000 euros. Bref, pas d'excuses. Même 50 euros, c'est bon à investir plutôt que de dormir sur le compte courant. Que faire en cas de krach boursier ou de chute des marchés? Ah, la fameuse crainte du krach. La première chose à faire, gardez votre calme et votre sang-froid. Un krach boursier, chute brutale des marchés de 20-30% ou plus, peut être impressionnant et stressant, mais il ne faut surtout pas paniquer. Si vous avez construit votre portefeuille selon la pyramide du patrimoine, vous avez normalement
une épargne de précaution pour voir venir, des fonds sécurisés en tampon, et vous n'avez mis en bourse que de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite. Donc, même si vos actions perdent 30% en quelques semaines, vous n'êtes pas obligé de vendre. Vous pouvez attendre que la tempête passe. Or, l'histoire montre que la bourse finit toujours par remonter après un krach, en quelques mois ou quelques années au pire. Donc la pire chose à faire serait de vendre en bas, cristallisant ainsi vos pertes. Au contraire, voyez cela comme une opportunité d'achat à prix bradé si vous avez du cash de côté. Beaucoup des plus grands investisseurs se sont construits lors des marchés baissiers en achetant quand tout le monde avait peur. Bien sûr, ce n'est pas facile émotionnellement. Il faut donc se rappeler de votre plan. Votre allocation stratégique a été définie en tenant compte de ce genre de scénario. Respectez-la. Rebalancez si nécessaire, par exemple, si vos actions ne représentent plus que 40% au lieu de 50% à cause de la chute, rachetez-en un peu pour revenir à 50%. Et surtout, ne regardez pas trop vos comptes en ligne tous les jours en période de krach. Ça ne fera qu'alimenter votre anxiété. Occupez-vous l'esprit ailleurs, ça finira par se tasser. D'où l'importance d'avoir des actifs sûrs en parallèle. Vous vous dites, OK, la bourse baisse, mais j'ai mon livret et mon fonds euro qui, eux, ne bougent pas, je ne suis pas à la rue. Enfin, tirez des leçons a posteriori. Si vraiment vous vivez trop mal une chute, c'est que votre profil était peut-être trop risqué. À l'avenir, ajustez la répartition pour être plus serein. Mais sur le moment, dans le feu de l'action, on ne prend pas de décision hâtive. La patience est votre meilleur allié. Comme on dit, ce n'est pas la première tempête et ce ne sera pas la dernière. Les marchés financiers fonctionnent ainsi. Gardez confiance en votre stratégie long terme. Voilà pour cette FAQ. J'espère que ces questions-réponses vous auront éclairé. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, à me les mettre en commentaire de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir ou j'en ferai un prochain épisode si le sujet s'y prête. Conclusion. Nous arrivons au terme de cet épisode. Vous savez désormais comment construire un portefeuille d'investissement en suivant la pyramide du patrimoine. Une résidence principale pour la stabilité, une épargne de précaution pour la sécurité financière, des fonds en euros pour amortir les chocs, des actions et de l'immobilier pour la croissance à long terme, et éventuellement quelques actifs alternatifs en haut de pyramide pour pimenter le tout. N'oubliez pas de définir votre allocation stratégique en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque, puis de la suivre dans le temps en restant discipliné tout en faisant de petits ajustements tactiques si besoin. En respectant cette démarche, vous mettez toutes les chances de votre côté pour vous constituer un patrimoine solide, diversifié et pérenne. Comme j'aime à le répéter, Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, est là pour vous guider dans ce voyage financier. Si vous avez aimé cet épisode et que vous le trouvez utile, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Lâchez un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître la chaîne. Activez la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos et partagez cet épisode autour de vous à quelqu'un qui débute en investissement par exemple. Ça pourrait l'aider à démarrer du bon pied. Vous pouvez également laisser en commentaire votre avis, votre expérience personnelle, quel étage de la pyramide est le plus facile ou le plus difficile pour vous, ou vos questions supplémentaires. J'adore vous lire et interagir avec vous. Enfin, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour structurer ou optimiser votre propre patrimoine, n'hésitez pas à faire appel à Caro Gestion Privée. En tant que professionnel et boussole en gestion de patrimoine, je suis là pour vous aider à naviguer dans vos projets financiers, du choix des investissements à l'optimisation fiscale, en passant par le suivi dans le temps. Contactez-moi. Les informations sont en description pour prendre rendez-vous. Ce sera avec grand plaisir que je vous guiderai, quelle que soit l'étape où vous en êtes dans votre pyramide patrimoniale. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un prochain épisode plein de conseils pratiques. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Caro Gestion Privée, votre boussole en gestion de patrimoine, vous souhaite de réussir dans tous vos projets patrimoniaux. À bientôt.